Bonjour à tous, donc je suis Franck Albert, je suis le président du CNCH et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire un peu spécial sur l'insuffisance cardiaque. Tout savoir sur l'insuffisance cardiaque à la suite des nouveautés du congrès de l'European Society Cardiology qui a eu lieu donc au mois de septembre. J'ai l'honneur de modérer cette session avec le docteur Saïda Jegour qui est donc rythmologue et qui gère aussi l'insuffisance cardiaque et la télémédecine au niveau du collège du CNCH. Merci au soutien institutionnel donc, du laboratoire AstraZeneca. Vous êtes plus de 250 inscrits et nous avons la chance ce soir d'avoir deux experts en insuffisance cardiaque, le professeur Denis Engoulevent donc à Tours, chef de service, et le professeur Damien Lojard, qui est au CHU de Lariboisière à Paris et qui est aussi le trésorier de la Société française de cardiologie. Donc Saïda, je vais te laisser présenter donc, le premier orateur. À toi. Merci Franck. Écoutez, pour la première présentation, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur Denis Engoulevent du CHU de Tours, qui va nous parler des nouveautés de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, en particulier à fonction systolique préservée. Denis, à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de vous retrouver dans les fameux maintenant webinaires du CNCH. Et donc, je vais vous parler de nouveautés dans l'insuffisance cardiaque à fonction ventriculaire gauche préservée, puisque c'est quand même un peu quelque chose qui était au devant de la scène récemment. Donc, comme vous l'avez précisé, c'est une soirée qui a le soutien d'AstraZeneca et vous avez ici mes liens d'intérêt, entre autres d'ailleurs, avec AstraZeneca. Alors, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, vous êtes tous cardiologues, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous connaissez les définitions que l'ESC a rappelées avec la fraction d'éjection altérée en dessous, enfin 40% et moins, préservée au-dessus de 50% et modérément préservée entre 41 et 49%. Et les données qui avaient été présentées dans ce papier de 2020, c'est environ 64,3 millions de patients dans le monde, répartis pas mal sur tous les continents, et notamment dans nos pays industrialisés. Alors, les recos de l'ESC 2021 sur le sujet concernant le traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, elles montrent que tout ça est un peu pauvre, puisque autant on a des bons niveaux de preuve de type 1A dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, autant dans la préservée, on a du 2BC, autant dire les experts sont formels, comme aurait dit le regretté Coluche. Alors, depuis, il y a des nouveautés. Nous avons les glyphosines qui ont fait leur apparition d'abord, vous le savez, dans le traitement du diabète. Et compte tenu de leur efficacité sur les événements de type insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques, elles ont ensuite été testées chez les patients cardiaques en fraction d'éjection altérée. Vous avez ici la méta-analyse de notre collègue nancéen Fayez Zanad, publiée en 2020 dans le Lancet, qui montre que lorsqu'on poule les patients des études Emperor Reduce avec l'empagliflozine et DAPA HF avec l'alpagliflozine chez les fractions d'éjection altérées, on a des réductions de la mortalité totale, des décès cardiovasculaires et première hospitalisation pour insuffisance cardiaque, des récidives et en plus un effet néphroprotecteur très important, avec 38% de réduction du critère aggravation rénale. Et on sait que c'est très important le critère rein, puisque chez nos patients insuffisants cardiaques, c'est souvent ce qui va nous plomber en termes de traitement. Et c'est d'autant plus important que chez nos patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, c'est souvent un syndrome cardio-rénal qui est à l'œuvre en dessous. Alors, en 2022, nous avons eu la chance d'avoir à la Société européenne de cardiologie la présentation des résultats de l'étude DELIVER, qui posait la question suivante: la dapagliflozine est-elle supérieure au placebo chez les patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée? J'ai rappelé sur cette diapositive les critères d'inclusion dans l'étude. Il s'agissait d'avoir une fraction d'éjection supérieure à 40%, même si elle avait été éventuellement initialement plus basse, mais qu'elle avait pu s'améliorer avec les premiers traitements. Avoir une atteinte structurelle quand même du cœur, avec soit une HVG, soit ou une dilatation de l'oreillette gauche, un NT-proBNP élevé supérieur à 300 picogrammes par millilitre ou supérieur à 600 s'il y avait une fibrillation atriale associée, et avoir déjà eu des épisodes d'insuffisance cardiaque, et j'insiste beaucoup, ambulatoire ou hospitalisation. C'est-à-dire qu'un patient qui a pu être traité en ambulatoire pouvait également rentrer dans l'étude. Un essai thérapeutique prospectif randomisé, bien sûr, en double aveugle contre placebo, avec un critère majeur qui était un composite, comme toujours dans ces études,
décès cardiovasculaire ou aggravation d'insuffisance cardiaque, que ce soit une hospitalisation ou une consultation, mais nécessitant tout de même l'administration de diurétiques. Alors, vous avez ici la population des patients inclus dans l'étude, en moyenne 71 ans, 43% de femmes, c'est beaucoup mieux que dans la maladie coronaire. Vous avez ici les NYHA à la prise en charge, ils sont très majoritairement 2, les NT-proBNP sont autour de 700, et vous avez 42% de fibrillation atriale, et ce sont des patients qui sont soignés comme on les soigne aujourd'hui dans l'HPEF, beaucoup de diurétiques de Lance, un peu d'IEC, un peu d'ARA2, très peu de sacubitril valsartan, pas mal de bêta-bloqueurs, un peu de MRA. Et donc, le critère majeur, c'est une réduction significative de décès cardiovasculaires en aggravation d'insuffisance cardiaque, avec une réduction de 18% du critère majeur et un nombre de patients à traiter de 32. Donc, l'étude est positive, et vous savez, c'est la deuxième étude positive avec les glyphosines chez ces patients. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu plus en détail ces résultats. On voit que le critère SOR, le critère composite majeur, chez les patients, y compris ceux qui ont des fractions d'éjection supérieures à 60%, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien pour l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, l'hospitalisation, le décès, etc., etc. Alors évidemment, quand les effectifs sont plus petits, on franchit la barre de la neutralité, mais enfin, on reste toujours dans ces analyses finalement en sous-groupe du bon côté. En termes de tolérance, aucun signal de sécurité rapporté avec ce traitement chez les patients. Il n'y a pas eu plus d'amputation chez les patients sous traitement. Il n'y a pas eu d'hypoglycémie, mais ça ne donne pas d'hypoglycémie chez le diabétique. Ça n'en donne pas non plus dans le tout venant. Pas plus d'événements rénaux, aucune différence. Dans la même session de l'ESC, nous avons eu droit, et c'était très intéressant, à l'analyse poulet des patients des deux études, Deliver qu'on vient de présenter et Emperor Preserved qui avait été présenté l'année dernière. Et quand on regarde l'analyse poulet, c'est effectivement très très intéressant puisque le bénéfice est consistant, on le retrouve à la fois sur le décès cardiovasculaire, la première hospitalisation, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et les décès cardiovasculaires sortent de façon, sont à la limite. L'intervalle de confiance touche le 1 avec des populations très très similaires. Donc cette analyse poulet, elle nous rassure. Et dans l'analyse poulet, ils ont regardé également les effets sur les différentes classes de fractions d'éjection, puisqu'on en a plusieurs. On voit que quelle que soit la fraction d'éjection, en dessous de 50, 50 à 59, au-dessus de 60, on retrouve le résultat. Il est également le même chez les diabétiques et les non-diabétiques, pour les classes d'âge, les hommes, les femmes, etc., etc. Et également en fonction de la gravité de l'atteinte rénale. Donc, cette étude, elle est très, très, très rassurante sur l'effet de ces traitements. Et alors, du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle place dans les recommandations, puisque les recommandations européennes, vous l'avez vu, il n'y avait rien. Les recommandations américaines qui, elles, sont sorties au printemps 2022, avaient pu intégrer Emperor Preserved et donc avaient proposé les SGLT2 chez les patients à fraction d'éjection supérieure à 50% avec un niveau 2A. Et donc là, à l'ESC, Franz Ruzicka, qui est un collègue suisse et qui faisait une synthèse un peu des résultats, avait dit assez logiquement, on devrait, nous, au niveau de l'Europe, proposer une recommandation de niveau 1A pour les patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection supérieure à 40%, qui soient en medium range ou en préservé. L'avenir nous dira si c'est le cas. Alors, je ne résiste pas à vous montrer une dernière diapositive. C'est sur la méta-analyse qu'elle a pris non seulement les études dans la préservée, mais également les études dans l'altérée et la sotagliflozine. Elle a montré, quand on prend les 5 essais cliniques, que la réduction du critère majeur, évidemment, est très importante. Elle est consistante chez tout le monde. On a 33% de réduction. Il faut traiter 25 patients pour un événement. Mais qu'on retrouve même une réduction de la mortalité totale chez les patients insuffisants cardiaques, quelle que soit la fraction d'éjection, avec cette classe thérapeutique. Je dois dire que c'est chapeau et que c'est très encourageant pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. Autant les choses sont très claires pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, autant pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, la question, c'est à quel moment on peut introduire ces inhibiteurs des SGLT2. Moi, je pense que pour la fraction d'éjection altérée, ce n'est pas si clair que ça non plus, et que la réponse est un peu la même chose. Si on prend le patient au moment d'une décompensation cardiaque, c'est là que c'est le plus difficile finalement d'introduire des traitements,
parce qu'on ne peut pas les titrer et qu'on va souvent se retrouver, faute de temps, parce qu'on ne va pas le garder trop longtemps non plus à l'hôpital, on va se retrouver un peu coincé. Alors pour l'altérer, je pense que Damien vous en parlera et je ne vais pas déflorer le sujet. Mais pour la préserver, l'idéal, ce sont très souvent des patients que nous avons en ambulatoire, en consultation. Et il faut lutter contre l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire je vois mon patient qui a une fraction d'éjection préservée, mais qui est un insuffisant cardiaque, soit parce qu'il a été hospitalisé, soit parce qu'il y a des symptômes qu'on contrôle avec les médicaments. Je le vois en consultation, il va bien, je lui mets quand même la glyphosine. Je lui mets quand même la glyphosine à condition qu'il réponde bien aux critères d'inclusion dans ces études qui sont, vous l'avez vu, assez redondants. Hein. Au moins une atteinte structurelle, une HVG, une oreillette gauche dilatée, un NT-proBNP élevé. Je lui rajoute la glyphosine à son traitement parce que j'ai un niveau de preuve sur les événements quand même qui est quand même très puissant aujourd'hui avec 2 études et l'analyse poolée et même la méta-analyse. Et si le patient est hospitalisé, il faut essayer dans la mesure du possible de la mettre dans son traitement. Alors pour la préserver, aujourd'hui, c'est les seuls qui ont un très très bon niveau de preuve, donc je dirais qu'elle est prioritaire sur les autres. Il ne veut pas dire qu'il ne faudra pas mettre les autres, surtout si on a besoin de contrôler de la fréquence cardiaque, s'il y a de la tension, etc. Mais moyennant quoi, ça reste pour moi un traitement aujourd'hui qui a le meilleur niveau de preuve dans la préserver. Et il faut à la fois être en capacité de penser à le mettre chez mon patient de consultation, même s'il va bien, fortiori s'il est essoufflé, on a l'espoir que ça l'améliore, mais également chez le patient hospitalisé. Donc, je dirais, pour paraphraser un slogan politique récent, c'est glyphosine pour tous. Ah, voilà. Oui, c'est vrai, c'est le slogan, oui. Glyphosine pour tous. Denis, on n'a peut-être pas forcément les mêmes populations, mais nous, on a quand même un certain nombre de patients hospitalisés via les urgences pour de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Je pense notamment au sujet âgé, polyfactoriel, etc. Et en pratique, pour les gens âgés, on va dire plus de 80 ans, il y avait un sous-groupe dans Deliver et finalement, c'est bien toléré. Est-ce que tu fais une différence entre cette population âgée ou… Moi, je ne fais pas de différence. J'ai tendance à le mettre. Après, la seule limite, ça va être la fonction rénale, hein, en dessous de 25 millilitres minute pour la DAPA. Il n'était pas inclus dans l'étude. Hein, il me semble, on peut revenir sur les critères d'inclusion si le truc veut bien. Je l'avais mis tout à l'heure. Voilà, il est là. Non, je ne l'ai pas mis dans cette diapositive. De mémoire, c'est 25 ou 30. Oui, c'est 25. Je ne sais pas si Damien a la réponse. Mais quand tu regardes l'analyse poulet, en dessous de 60, chez les patients de plus de 80 ans, tu as toujours le bénéfice. Ouais. Donc, on n'a pas de raison. Après, c'est une question aussi bon, voilà, les patients très âgés, l'espérance de vie, c'est comme le TAVI. Enfin, il y a des situations, on n'y va pas. Mais je pense que chaque fois qu'on peut, on doit s'acharner à essayer de mettre ces traitements. En plus, je dirais qu'ils sont quand même pratiques parce que tu n'as pas de titration. La tolérance dans l'ensemble est excellente. Bon, après, il faut vérifier, il y a des problèmes d'hygiène pour éviter les mycoses et vérifier qu'il n'y a pas une déshydratation. Mais moi, je suis assez volontariste là-dessus et je pense qu'il faut y aller. Globalement, tu mets la quadruple thérapie pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée aussi. Alors, la quadruple thérapie, là, je n'irai peut-être pas jusque-là. Autant pour l'altérer, il faut la mettre. On a des niveaux de preuve et c'est les 4. Autant pour la préserver, je dirais, vu le niveau de preuve des autres classes thérapeutiques, je donnerais la priorité à la glyphosine. Bien sûr, on va mettre un diurétique pour les symptômes. Et puis, pour les autres, on a le temps de réfléchir. S'il n'est pas tachycarde, le bêta-bloqueur, je ne suis pas sûr que j'ai un gros bénéfice. S'il n'est pas hypertendu, les IEC, ça peut se discuter. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des niveaux de preuve des autres, la priorité, ce serait la glyphosine. OK. Merci beaucoup, Denis. On va enchaîner donc avec Damien. Tu vas pouvoir départager ton écran qui va nous faire un petit peu la synthèse finalement sur… ce que je dois faire en fin 2022 pour la gestion de l'insuffisance cardiaque. À toi, Damien, et merci d'avoir accepté aussi ton topo. Merci, Franck. C'est toujours un plaisir. Bonjour à tous. Un plaisir partagé. Et un écran maintenant partagé. Je pense que vous le voyez tous. Super, oui. Donc, après ce rappel des grands moments de l'ESC concernant l'insuffisance cardiaque, comment appliquer les recommandations, ou en tout cas tous ces résultats en pratique. Positif de conflit d'intérêt. Alors, pour revenir, si vous voulez bien, quand même, il y a le traitement. Hein. C'est vrai que c'est les thérapeutes, hein, mais avant de traiter, il faut quand même faire des diagnostics, et des diagnostics assez précis. Je voulais juste revenir sur 3 diapositives sur l'aspect diagnostic à travers les recommandations et la mise en pratique.
Alors, on a 3 classes d'insuffisance cardiaque qui sont toujours les mêmes pour l'instant, avec a été gardée cette classe intermédiaire qu'on appelle maintenant des modérément altérés, et qui, au bout du compte, c'est de l'insuffisance cardiaque à FE altérée, mais modérément, et qu'on va prendre en charge comme l'insuffisance cardiaque à FE réduite avec une FE de moins de 40%. Donc ça, quelque part, on a déjà une simplification. Dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, c'est plus compliqué. Alors c'est sûr que quand quelqu'un vient avec un OAP typique ou d'urgence, le diagnostic il est simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois le cardiologue voit le patient un petit peu plus tard, et a fortiori quand c'est ambulatoire. Et dans ce contexte-là, il est important quand même d'avoir un diagnostic précis. Précis. Alors, avant, il n'y avait pas vraiment de traitement recommandé, peut-être pas très grave, mais maintenant qu'on commence à avoir des traitements, c'est important quand même d'avoir un diagnostic à peu près carré concernant cette insuffisance cardiaque à FE préservée. Et puis, il y a une 4e catégorie, j'en parlerai pas plus après, qui est l'insuffisance cardiaque à FE améliorée. C'est des patients qui avaient une FE qui était avant à moins de 40% et qui s'est améliorée sous traitement. Et ces patients-là, on verra après, finalement, on les traite comme les FE réduites. On continue de les traiter pareil, surtout éviter d'arrêter les médicaments. Alors pour la FE préservée, donc, cette difficulté, elle existe en pratique. Alors il y a maintenant des algorithmes diagnostiques, il y a des scores, et là je vous ai montré le score européen qui a été publié il y a déjà 3 ans. Vous voyez qu'il n'est pas très simple, il y a des critères majeurs, des critères mineurs, mais au bout du compte, bon, ça reprend les paramètres que tout un chacun connaît bien maintenant, à savoir des biomarqueurs BNP ou NT-proBNP qui sont augmentés. Alors, a fortiori, des valeurs seuil qui sont plus élevées quand le patient est en fibrillation atriale. Et puis, les paramètres échos, c'est toujours les mêmes. Hypertrophie, dilatation de l'oreillette gauche, une vitesse de la fuite tricuspide qui est augmentée, l'HTAP, et puis un rapport sur prime augmenté ou des vélocités prime qui sont diminuées. Alors, sans rentrer trop dans les détails, souvent, on arrive quand même, en scannant sur ces paramètres-là, à bien voir qu'il y a une dysfonction diastolique. Et puis, la dernière chose concernant cet aspect étiologique, derrière le diagnostic d'insuffisance cardiaque, il est important quand même d'aller au bout de la démarche et de rechercher une cause, parce que qui dit cause dit souvent traitement étiologique. Alors, c'est vrai pour les FE altérés, mais c'est également particulièrement vrai pour les FE préservés. On va être attentif chez des patients qui ont souvent un VG un peu hypertrophié à rechercher une cardiomyopathie hypertrophique, sarcomérique classique, ou une cardiomyopathie infiltrative. On pense bien sûr aux amyloses dans ce contexte, mais vous voyez, il y a d'autres causes. Donc, c'est important d'avoir un plan de démarche diagnostique étiologique qui soit assez carré et presque assez systématique chez la plupart de ces patients-là. On n'a pas trop le temps de l'essayer, mais vous voyez que, par exemple, au point de vue biologique, il faut faire les choses de façon assez systématique, rechercher les chaînes légères, le bilan fer, en profiter pour vérifier qu'il n'y a pas de maladie HIV, le diabète, l'hyperhydrophilie, etc. Bon, alors pour revenir sur la prise en charge, tout d'abord, la FE réduite et puis la FE améliorée, dont on avait déjà dit que finalement c'était pareil que pour la FE réduite ou modérément réduite. Alors jusque-là, on avait cet algorithme de prise en charge séquentielle avec une introduction progressive, titration, puis introduction des autres classes thérapeutiques. Je vous ai mis au passage un résultat d'étude de vie réelle qui montre que dans la vie réelle, beaucoup de ces molécules ne sont finalement jamais introduites. Denis Engoulevent a rappelé, a parlé d'inertie thérapeutique, d'inertie des médecins, et c'est vrai, on le constate dans toutes les enquêtes de vie réelle. Alors, depuis 2021, donc on a un changement de paradigme avec 4 classes thérapeutiques, 4 ou 5, 4 plus 1, IEC ou ARNI, bêta-bloquant, anti-aldostérone et inhibiteur de GLT2, qui sont sur un pied d'égalité en termes de bénéfices et en termes de stratégie d'introduction. Donc, ça veut dire, in fine, qu'on va devoir, qu'il est conseillé, en tout cas, de tout introduire. Alors, comment faire en pratique? Alors, évidemment, on peut s'adapter au profil des patients. Un patient hypotendu, on va peut-être attendre avant d'introduire notamment les ARNI, le sacubitril/valsartan, et penser plutôt déjà aux autres classes thérapeutiques. Le patient qui a une tendance à l'hypercalémie ou une insuffisance rénale sévère, on va évidemment plus prudent avec les antagonistes des récepteurs ou minéralocorticoïdes. Donc ça, c'est quelque part du bon sens. Ça a été théorisé. Il y a tout un tas de papiers qui ont été publiés l'année dernière pour illustrer ça. L'autre message important, c'est quand même d'essayer de faire vite. Alors certes, 4 classes thérapeutiques, ça fait beaucoup,
mais on se souvient que la plupart de ces médicaments, au moment de leur prise en charge, alors soit en consultation, mais c'est vrai également à l'hôpital, ont souvent déjà une, c'est pas deux, voire trois des classes thérapeutiques. Et au bout du compte, notre boulot, ça va être de rajouter la quatrième ou les deux, la troisième et la quatrième. Quel choix dans ces, par exemple, typiquement le patient de nouveau qui n'a encore rien, par quoi on commence, quelque part, à nouveau, faites comme vous voulez, adaptez-vous au profil du patient. L'idée, simplement, c'est d'aller le plus vite possible. Alors, ça a été théorisé à partir des résultats des différentes études. Et alors, cet essai où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de chiffres, etc., est néanmoins quand même assez amusant, où les auteurs ont modélisé les différents schémas d'introduction des classes thérapeutiques. Donc, la séquence 1, c'est la séquence classique, IEC, puis bêta-bloquant, puis anti-aldostérone, puis ARNI, puis inhibiteur de SGLT2, avec des séquences de titration. Donc voilà, bon, c'est mieux que de ne rien faire. Vous voyez le gain considérable qu'on a maintenant avec ces 4 classes thérapeutiques. Séquence 1A, on raccourcit les délais, ça permet d'aller plus vite, et il y a un gain sur les événements. Bon, c'est la théorie, hein, mais quand même, c'est toujours intéressant. Si on saute l'étape IEC, qu'on introduit d'emblée un ARNI, et donc on gagne une étape, et probablement on gagne un certain nombre d'événements, parce qu'on arrive à aller plus vite. Et puis enfin, la dernière séquence qui est possible, c'est de commencer par un inhibiteur de GLT2, associé aux anti-aldostérones. Alors pourquoi, on pourra en discuter après, puis après l'ARNI, puis après le bêta-bloquant. Et ça permet d'aller vite et ça pourrait être encore peut-être plus efficace. Ensuite, autre message, mais qui rejoint un peu ce que je vous ai déjà dit, mieux vaut les 4 à faible dose que 2 ou 3 bien dosés. Ça, c'est un message quand même assez fort. Et à l'hôpital, où certes, il faut peut-être aller assez vite, Denis avait l'air inquiet sur la durée de séjour de ses patients, mais un objectif fort, c'est d'essayer de faire sortir les patients avec les 4 classes thérapeutiques. Et ça, même si ça prend un jour de plus, ça sera rendu au niveau du budget de la sécurité sociale, puisqu'on gagnera probablement des réhospitalisations derrière. Donc vraiment, c'est un objectif fort, puisque la majorité d'entre nous sont des hospitaliers. À l'hôpital, le patient doit sortir avec les 4 médicaments dans la mesure du possible, tout en gardant des faibles doses si besoin, et on titrera derrière. Et donc, titrer derrière, ça veut dire qu'il faut s'organiser, il faut prévoir des parcours de soins adaptés à sa géographie locale et à sa démographie médicale. Et puis enfin, les diurétiques. Alors, les diurétiques, ce n'est pas le parent pauvre, hein, ça reste absolument essentiel. Alors, la règle, souvent, c'est de donner la dose la plus faible, la dose la plus faible qui soit efficace. Mais quand même, le plus souvent, ce qu'on constate, hein, c'est quand même des doses insuffisantes, voire des oublis de doses à la sortie des patients parce qu'ils ont été considérablement essorés. Finalement, on a arrêté les diurétiques, on les a pas mis à la sortie. Ou alors, typiquement, également, le patient qui sort de l'hôpital avec une dose de diurétique plus faible que celle qu'il avait auparavant. Donc ça, cette histoire de dose de diurétique, ça doit être également un truc important. Une fois qu'on a dit ça sur les 4 classes thérapeutiques, vous voyez, si on reprend l'algorithme des recommandations européennes, il y a beaucoup de choses en dessous de ces 4 classes thérapeutiques. Il y a beaucoup de choses avec des cases vertes, donc c'est classe 1 de recommandation ou classe 2A pour le jaune. Alors, on ne va évidemment pas les détailler toutes, loin de là, mais j'insisterai juste sur 4 ou 5 messages. Dans les autres options médicamenteuses qu'on a derrière, alors l'ivabradine, qu'on utilise quand même assez peu parce que finalement avec les bêta-bloquants, on a le plus souvent l'effet suffisant sur la fréquence cardiaque et c'est assez. Mais bon, il y aura toujours des patients qui ne tolèrent pas les bêta-bloquants et une place pour l'ivabradine. Il y a un nouveau venu dans l'arsenal thérapeutique, alors qui n'est pas encore commercialisé en France, mais qui devrait l'être en 2023, qui s'appelle le Vericiguat, qui est un agoniste des guanylates cyclases et donc qui est quelque part une espèce de donneur de NO et qui a démontré un bénéfice sur le critère composite, hospitalisation ou décès cardiovasculaire chez des patients qui avaient décompensé récemment. Vous voyez que dans les recommandations, c'est une classe 2B, donc pour l'instant, c'est une recommandation modeste. Faire un bilan martial à tous les patients, que ce soit à l'hôpital ou en consultation, et corriger la carence martiale par du fer intraveineux, le carboxymaltose, c'est une recommandation maintenant forte, classe 2A. Donc, ne pas oublier de faire et de refaire le bilan martial. La fibrillation atriale, ça reste un problème chez ces patients. Au moins la moitié des instants cardiaques font de la fibrillation atriale.
Et maintenant, le niveau de recommandation commence à être assez fort concernant les mesures ablatives. Et quand cette défibrillation atriale est considérée vraiment comme quelque chose un facteur aggravant des symptômes, voire causal évidemment des compensations, il y a une recommandation maintenant assez forte pour essayer de proposer une ablation des veines pulmonaires, voire d'ablater le nœud avec une resynchronisation derrière chez les patients qu'on n'arrive pas à réduire et qui gardent une fréquence cardiaque très élevée. Et puis enfin, la fuite mitrale fonctionnelle, quand elle est sévère, avec un certain nombre de critères échographiques, maintenant, le MitraClip, ce n'est plus une fantaisie, c'est une recommandation de classe 2A chez ces patients. Enfin, la coronaropathie multitronculaire, je n'en parlera pas, ça fait couler un peu d'encre au moment des recommandations, au moment du congrès ESC en septembre 2022, donc il y a quelques semaines, avec la fameuse étude Revide qui a eu bien du mal à se sortir d'affaire et qui n'avait pas montré de bénéfice de la revascularisation par angioplastie chez des patients multitronculaires avec FE ABC, mais tout ça est discutable. Alors, pour finir, quelques mots sur l'insuffisance cardiaque à FE préservée en pratique. Les diurétiques de Lens, ça reste indispensable quand les patients sont congestifs. Le traitement des comorbidités, ça reste la recommandation clé de la prise en charge de ces patients qui ont presque tous une hypertension artérielle souvent sévère, sont souvent diabétiques, ont souvent de la fibrillation atriale, ont une insuffisance rénale, sont très souvent obèses, peut-être plus souvent aux États-Unis qu'en France, mais néanmoins on en trouve beaucoup d'obèses chez nos patients. Et bref, toutes ces comorbidités doivent faire l'objet d'une prise en charge dédiée, en s'aidant éventuellement de collègues spécialisés dans la prise en charge par exemple, de l'obésité, de la BPCO, etc. Alors, Denis nous a montré ces magnifiques résultats obtenus avec les inhibiteurs de la SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Il a souligné le fait, alors je ne vais pas les redécrire, mais souligner le fait qu'effectivement, c'est la première classe thérapeutique qui montre un bénéfice significatif dans des études dédiées dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Donc, effectivement, il faut les utiliser. Alors, les Européens ont publié leurs recommandations un peu trop tôt. Les Américains les ont publiées au mois de mars et donc ont pu inscrire les résultats obtenus avec les glyphosines dans ces recommandations. Alors, c'était juste avec un propre préserve, il n'y avait pas encore des livers, mais ça va peut-être un tout petit peu encore changer la couleur de la recommandation. Donc, glyphosine, recommandation de classe 2A dans les recommandations américaines dès maintenant. Et probablement, avec les résultats de Deliver, on pourrait presque imaginer que cette recommandation 2A devienne verte dans les mois qui viennent. Et il y aura un update aux recommandations européennes en 2023. Et puis également, quand même, sur les autres classes thérapeutiques, on est dans l'orange, classe 2B, mais ça veut dire quand même qu'on peut y penser les anti-aldostérone, les ARNI et puis les ARA2. Alors pourquoi ? Parce que ça, donc il y a eu des analyses post-hoc qui commencent à dater, avec les grands essais qui avaient été faits avec les ARA2, les anti-aldostérone, top 4, et puis avec les ARNI, avec Paragon. Et vous voyez sur ces courbes, en abscisse, on a les spectres de FEVG, et puis en ordonnée, on a l'hazard ratio, donc le bénéfice. On voit que le bénéfice persiste quand même pour des FEVG qui vont au-delà de 40%, qui flirtent entre les 50 et 60% probablement. D'où cette... alors c'est surtout les Américains qui ont été assez loin dans cette idée-là. Et par exemple, le sacubitril valsartan aux États-Unis a une AMM dans l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la FEVG. Voilà, donc en pratique, dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, diurétique de Lens adapté aux symptômes, ajouter un inhibiteur de la SGLT2, puisqu'on a maintenant un bon niveau de recommandation. Et je pense quand même que la façon la plus simple de l'introduire, pour moi, ça reste à l'hôpital, parce que ces patients-là, après, quand on les revoit en ambulatoire, je trouve que c'est plus compliqué. Et la majorité de ces patients-là, d'ailleurs, on ne les revoit pas en ambulatoire, ou en tout cas, on les revoit très tard. Et puis, dans le traitement des comorbidités, la comorbidité principale, ça reste l'hypertension artérielle. Et chez ces patients-là, dès que l'HTA est sévère, pensez à rajouter assez rapidement un anti-aldostérone, voire un ARNI, quand l'hypertension n'est pas facilement contrôlée. Et puis, comme c'était discuté, c'est vrai que c'est quand même facile, les inhibiteurs de la SGLT2, c'est un seul dosage. Il n'y a pas d'adaptation particulière par rapport aux autres traitements. La limite en termes de fonction rénale, elle est très basse. C'est un DFG à 20 ou 25 selon la molécule. Mais enfin, on sait maintenant que, par exemple, la dapagliflozine a une AMM dans l'insuffisance rénale chronique. C'est plutôt un médicament néphroprotecteur. Il y a très peu d'effets secondaires
si on met de côté les infections génitales. Voilà, et on s'arrêtera là, je ne vais pas détailler cette diapositive de conclusion, mais on a bien compris que pour mettre en place tout cet arsenal thérapeutique, qui est quand même assez formidable maintenant, on a besoin d'outils, des parcours de soins, l'aide des infirmiers, des infirmières, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. Il va y avoir une campagne de l'assurance maladie qui a démarré ce week-end sur l'insuffisance cardiaque pour sensibiliser la population. Et il y a un appel à toutes les bonnes volontés pour proposer des facilitations de parcours de soins et puis les mettre d'ailleurs à la disposition de tout le monde. Et pour ça, vous pouvez vous rendre, par exemple, sur le site de la SFC ou du groupe Insuffisance cardiaque, le GIC, et vous aurez plein d'éléments de réponse par rapport à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Damien, pour cette superbe présentation. Toujours très agréable de t'écouter et on apprend plein de choses. Merci aussi à Denis. Alors, on va se prendre 3-4 minutes pour les questions. Moi, j'en ai eu une pratique. Bon, j'ai bien compris que globalement, dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, on allait mettre les 4 et si possible pendant l'hospitalisation, quitte à les mettre à petite dose. Mais j'ai parfois des discussions avec les assistants ou les internes sur des malades qui ont une cardiopathie dilatée avec une FEVG très altérée, 25%. Voilà, on fait le bilan. Ils ont eu un peu de d'obus au début, puis on arrive à les stabiliser. Et là, ils ont des ITV à 10-12. Et là, je commence par quoi finalement? Alors, les bêta-bloquants, on a peur parce que l'ITV va à 8. L'Entresto, ils vont tout de suite se casser la figure à 6. Donc, je mets quoi en premier finalement et je vais augmenter progressivement. Comment tu fais en pratique? Je démarre un peu tout à fait. Tu peux départager, ouais. Oui. Là, typiquement, je pense que c'est des patients où dernier schéma thérapeutique, plutôt de démarrer avec une victoire de la GLT2 et donc l'aldostérone, paraît le bienvenu, puisqu'en termes de tolérance, en tout cas sur la tension, il n'y a pas grand-chose à craindre avec ces 2 classes thérapeutiques. Pour les bêta-bloquants, je rappelle qu'il y a pas mal d'années, il y avait eu l'essai Copernicus, au début des années 2000, il y a très longtemps, qui avait montré qu'on pouvait introduire le carvedilol chez des patients à l'hôpital, qui venaient de décompenser et dont la moitié avait eu de la dobutamine avant. Et ça s'était avéré bien toléré avec un bénéfice sur la mortalité. C'était quand même assez spectaculaire. Donc, voilà. Après, donc, moi, je dirais inhibiteur de la GLT2 anti-aldostérone, IEC à faible dose. Les derniers, on va attendre un peu. Et les bêta-bloquants avant la sortie. Et après, quand exactement, c'est là, il y a quand même encore un peu de place pour l'art médical. Pas trop tôt, mais avant la sortie. Le problème, c'est que les traitements ne sont pas optimisés par la suite. Les médecins généralistes n'augmentent pas le traitement, les délais de consultation sont très, très longs. En pratique, il faut s'aider d'infirmiers, mais tout le monde n'a pas un protocole de coopération. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser par la suite? C'est vrai, je vous rejoins, c'est vrai que les généralistes ne sont pas très aidants pour ça. Alors jeter la pierre, ils n'ont pas non plus des dizaines d'instants cardiaques, ils sont assez peu familiers à ça, et a fortiori maintenant avec toute cette polythérapie, c'est quand même assez compliqué pour eux. Après, pour ça, je me suis arrêté sur cette dernière diapositive, donc il faut se faire aider. Alors le Prado, par exemple, ça va pas faire la titration, en tout cas ça va aider à la surveillance des patients, et ça c'est partout. Le protocole de coopération, tout le monde peut le prendre en compte, mais bon, il faut avoir un infirmier, une infirmière à mettre sur le protocole de coopération. On en manque tous un peu en ce moment. Donc, effectivement, il faut réfléchir aussi à peut-être qu'il y a des patients qu'on pourrait peut-être voir un peu moins souvent en consultation. Je pense aux coronariens instables, aux hypertendus, et voir peut-être un peu plus d'insuffisance cardiaque à la place. Mais bon, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être un peu proactif par rapport à ça et puis faire avec les moyens qu'on a. En tout cas, 2023 peut être une bonne année. Et je pense que les ARS seront assez sensibles à vos difficultés et à vos demandes pour avoir peut-être plus de personnel ou en tout cas des moyens de rencontrer vos ARS. OK. Eh ben, merci. Une dernière question, Franck. Est-ce qu'il vous arrive d'arrêter la DAPA parce que l'insuffisance rénale s'est aggravée et à quel moment vous l'arrêtez? L'introduire, c'est interdit en dessous de 20, mais est-ce qu'au cours d'évolution, vous l'arrêteriez si ça... Ma réponse va être non,
parce que dans les essais avec l'insuffisance cardiaque et la DAPA ou l'empagliflozine, il n'y avait pas d'arrêt. Hein, il n'était pas préconisé d'arrêter les glyphosines. Voilà, il y a eu probablement quelques patients. Il n'y a pas eu d'arrêt pour ça, en tout cas. Et puis, dans l'essai, par exemple, d'APA-CKD, dans l'insuffisance rénale chronique, qui étaient des patients qui, au départ, avaient un DFG qui était entre 30 enfin 25 et 60, je ne me souviens plus exactement la limite inférieure, mais c'était 25 ou 30. Après, c'est pareil, il n'y avait pas à arrêter la glyphosine si la fonction rénale diminuait. D'ailleurs, on regardait si la fonction rénale diminuait. Donc, non. Alors, peut-être, si le patient chez les dialysés, je ne sais rien, en tout cas, chez les dialysés, on ne va peut-être pas pour l'instant leur donner de glyphosine, mais chez les insuffisants rénaux sévères, après, on peut avoir un dialogue avec les néphrologues. Donc, tu les as introduits jusqu'à 25-20, quoi. Voilà. Pour l'introduction, oui. Bon. Et après, si la DFG passe en dessous de 25, enfin, est à 18, 17, 15, je laisse. Et puis, j'appelle le néphrologue. D'accord. OK. Bon, on va être obligé de s'arrêter là. Merci à vous deux. Hein, c'était très didactique. C'est des messages qui sont clairs, je trouve. Merci de nous avoir suivis à tous. Vous étiez plus de 70 en fait en live. Vous aurez le replay dès demain matin sur le nouveau site internet du CNCH que je vous incite à aller voir, qui est un site sécurisé. Vous verrez qu'il ne faudra pas vous oublier de vous inscrire pour le 28e congrès du CNCH. J'en profite pour faire un peu de publicité, avec beaucoup d'innovation et de publicité, notamment pour les jeunes, avec aussi un village simulation, hein, à l'aide aussi de Anne Bernard, que je remercie, qui travaille à Tours, hein, pour drainer des péricardes, faire des ablations de FA, faire du TAVI. Tout ça sera très didactique et aussi de la réanimation. Ça aura lieu le 23 novembre, le 24 et le 25 novembre à Paris, au Novotel Eiffel. Donc, merci aussi au soutien institutionnel d'AstraZeneca. Le prochain rendez-vous, donc c'est jeudi prochain, sera sur la télé-réadaptation avec Bruno Pavie. Et dès demain matin, vous pourrez voir le replay. Donc, merci à vous tous et bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. À tout le monde. Au revoir.